J'ai beaucoup apprécié, hein, Claire, ta présentation. Et puis, enfin, je sais pas si on se voit ou on se tutoie, peu importe, on verra. Parce Tutoiement, que ça me paraît bien, ChatGPT, mais voilà. je sais que tu demandes à ChatGPT de te vous voyer, du coup, je sais plus trop. C'est que Mais pour on va lui. rester humain si tu veux. Oui. Ouais, j'ai eu à peu près la même approche que toi. J'ai fait une comparaison, en fait. Là, comme je suis ingénieur, j'ai mis deux colonnes, moi, tout bêtement. Et puis, j'ai fait une comparaison entre guillemets, des intelligences ou des capacités. Alors, Ouais, les capacités computationnelles, ce que tu évoquais au début, c'est-à-dire que c'est bien plus développé chez la machine que chez l'humain, tout à fait. c'est la vitesse, etc. Puis après, tout l'émotionnel. Et puis, j'ai essayé de scorer entre 0 et 10, voilà, sur chacune des compétences et l'évolution d'IA. Et puis parallèlement, je travaille aussi je le nourris en fait d'éléments d'échange de WhatsApp ou autre, et je fais des demandes d'analyse psychologique, de relations, etc. C'est très puissant, clairement. Et ce que tu évoquais aussi sur ces limites, elles sont fixées aussi par ces règles, c'est-à-dire qu'il y a la capacité de génération, mais les règles qu'on évoquait tout à l'heure, sa capacité à dire non, on peut très bien instancier dans ces règles une capacité à dire non, y compris nous, en promptant, on peut lui demander, dans certains cas de figure, bah, c'est le cas par exemple quand on est dans comment dire, tout ce qui est entre guillemets interdit, soit politique, soit médical, soit à connotation pédo, etc. Donc toutes ces connotations-là, elles ont été réglées par des règles en fait qui ont été mises dans les IA. Donc on peut très bien aussi lui demander ça. Et son empathie que tu évoquais aussi tout à l'heure, alors ça aussi c'est une règle, c'est-à-dire que c'est pas par nature qu'il est empathique. Il Bien connaît sûr. bien sûr les méthodes pour être empathique parce qu'il les a sur Internet, il a été appris et nourri de tout ça. Inversement, on lui a demandé d'être empathique et généralement on peut lui demander un changement de tonalité comme tu l'as fait, quoi, clairement. Donc effectivement, moi je suis assez d'accord, c'est vraiment un outil. Et plus on connaît, mieux on connaît, plus on peut l'utiliser je dirais en complément et surtout voilà, en apport supplémentaire de notre intelligence humaine, on va dire. Mais en créativité, c'est pas mal, hein. Moi, je suis chercheur et on arrive à faire des trucs très sympas, croiser différents domaines, aller très vite, faire du brainstorming. Enfin, en créativité, c'est pas mal, mais pas de nouveau savoir. J'ai essayé de le projeter dans un monde plus Mm. ancien en lui demandant qu'est-ce qui pouvait amener une rupture. Et effectivement, avec une connaissance, par exemple, du XIIe siècle, il n'arrive pas à se projeter sur les innovations qui arrivent ensuite. Et donc, j'ai essayé de faire un prompt qui permettait justement d'amener ce type de rupture dans une IA. Ah, c'est C'est en tout lié, cas très, très intéressant. Mais, je suis en face sur beaucoup de points. J'ai bien apprécié ta c'est- présentation. Merci. c'est lié à son apprentissage. Parce que je veux rebondir aussi sur une chose que tu évoquais. Bon, en fait, on observe des flux électriques, puis chimiques, puis électriques, Mm, hein, dans les mm, différentes connexions. On n'en comprend pas vraiment ce qui s'y mm. passe derrière. On les constate, on voit où elles existent, mais on les constate. On a entre 80 et 100 milliards, si je ne me trompe pas, je parle sous le contrôle des experts, là, de neurones dans le cerveau, et on a en moyenne 10 000 connexions synaptiques par neurone, C'est ce qui ça. donne un niveau de complexité qu'on pourrait imaginer étant totalement numérique, mais quand même, ces notions un peu floues que sont l'émotion, je ne vois pas comment ça peut être numérique. Donc, pour moi, il est très difficile d'imaginer qu'on puisse penser une fonction algorithmique numérique dans le fonctionnement cérébral, ce qui n'a rien à voir avec l'IA. L'IA traite effectivement, comme tu disais, de données massives, c'est Mhm. sa force. Et l'intelligence humaine, c'est du sens commun, c'est de l'intuition, c'est sa force. On ne peut pas mettre en rivalité l'un et l'autre, mais plutôt en complémentarité. Mais là où j'ai Par été mimétisme, il peut faire quand même, hein. Par mimétisme, il peut très Par bien mimétisme, mais appliquer c'est soit du des mimétisme. méthodes. C'est du mimétisme, C'est du exactement, mimétisme. du mimétisme ciblé, c'est-à-dire en fonction de la demande que tu peux lui faire. Donc ça reste assez bluffant, c'est-à-dire qu'en termes de comportement, tu as quelqu'un en face qui va se comporter quasiment comme tu le souhaites, Ouais. avec toute la connaissance du web, c'est-à-dire les méthodes, les savoir-faire, les savoir-être. C'est assez, voilà, c'est vraiment un outil puissant si on le prend dans ce contexte-là en disant il a cette capacité-là et cette capacité d'adaptation, et puis aussi cette connaissance exhaustive des savoirs, savoir-faire et savoir-être. Moi, ça, Ouais. c'est quelque chose. Une fois qu'on a capté ça, je pense on est plutôt à l'aise avec une IA. Mais c'est vrai que l'intelligence humaine, en termes de rendu,
on a quelque chose qui est proche quand même d'une intelligence qui fait relativement peur, y compris dans un monde professionnel où on demande quelquefois simplement d'exécuter des choses ou voilà. Donc, en tout cas, ça Ben, questionne ouais, sur c'est un peu notre comme le relation. Canada Dry, hein. Ça ressemble, mais ça ne l'est pas. Exactement. Voilà, c'est un peu ça. Je vais rajouter aussi une chose, Luc Transar n'est pas là, mais il a animé un groupe de réflexion sur les LLM au Hub Francia. Pour ceux qui ne connaissent pas le Hub Francia, c'est une instance qui a été créée à peu près en même temps que Nextview, qui est proche de l'État, qui fédère parmi les principales compétences en IA en France et puis les projets des entreprises, grandes et petites. Ce que tu as évoqué, là, Pascal, la créativité a été mise dans le classement entre créativité et productivité. Ils ont mis la créativité en first par rapport à la productivité. Donc, bon, après, il faut savoir aller la chercher, mais c'est. Et pas de la créativité rupture, hein. Vraiment, on est plutôt sur alors du croisement de connaissances existantes. Et justement, en interdomaine, c'est assez puissant. C'est-à-dire il peut s'inspirer d'autres domaines pour venir amener des méthodes ou des choses. Voilà. En tout cas, en créativité, ça peut être bien. Mais en rupture, c'est pas adapté. Enfin, à mon sens, il faut un déclencheur social ou d'usage ou technologique pour amener ce type de rupture. Et donc une prise de conscience de ça, enfin bref, ça, elle n'est pas capable de le faire. Yves? Oui, bonjour. Bon, merci déjà pour ça. Je partage à 150% ce que vous venez de dire. Alors, d'autant plus que il y a 30 ans, j'ai connu Henri Gabory, que je continue de suivre, Jacques Fradin, etc. et que j'ai travaillé aussi là-dessus. Alors, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et c'est un petit peu la question, alors c'est très ouvert, hein, bon, les enfants sont très dans l'émotionnel, quoi, et on voit bien Piaget a bien décrit ça, etc., jusqu'à ce que adolescents, ils apprennent plein de choses qui vont remettre du rationnel dans leur comportement, et il y a toujours cet équilibre entre les deux. Sauf que ça, on apprend bien la biologie à l'école, on apprend la philosophie, on ne leur apprend pas comment marche leur cerveau. Comment est-ce qu'on pourrait faire? Parce que ça permettrait peut-être aussi d'avoir moins de violence, de ça. Bon, enfin, bon. Comment est-ce qu'on pourrait faire peut-être? Moi, c'est un sujet qui m'intéresse énormément. Bon, j'ai écrit un petit papier, un brouillon, quoi, là-dessus, mais c'est vrai que c'est un sujet qui me paraît assez fondamental et qu'on n'arrive pas à aborder. Ça l'est. Merci beaucoup. Oh, je vous ai tous perdus. Je sais pas si. Non, on t'entend, Claire. On te voit, on t'entend. On t'entend. Merci. Merci beaucoup Yves, parce que c'est une question fondamentale. Alors, je me suis formée aux neurosciences avec Jacques Fradin, avec Christine Gaillan, etc. Beaucoup travaillé sur la construction du cerveau de l'enfant, en fait. Et ce serait tellement la clé dès la prime enfance de dire voilà comment fonctionne ton cerveau, voilà ce qu'est une émotion, c'est un message chimique qui fait comme ça, etc. Voilà comment tu l'identifies, voilà comment ça passe par le corps, voilà l'effet que ça a sur toi et sur les autres. En fait, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure sur cette notion d'intelligence émotionnelle. Nous savons expliquer très simplement aux enfants ce que sont les émotions. Et on le voit alors dans des éducations qui sont des fois jugées un peu laxistes. Malheureusement, il y a souvent d'amalgame entre l'éducation positive et bienveillante et le laisser faire. Mais quand on est vraiment dans ces éducations positives, bienveillantes, dans une pédagogie à la Montessori, en fait, au rythme de l'enfant, on peut véritablement en fait faire prendre conscience à l'enfant de comment il est. Ça passe par quoi? Avant tout par la canalisation de l'adulte. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'adulte est mal avec les émotions de l'enfant, là, l'enfant ne peut pas vivre son émotion sereinement. On a besoin de cet espace de sécurité émotionnelle et affective pour le bon développement du cerveau de l'enfant et lui expliquer en fait les choses le plus simplement possible dès son plus jeune âge permet justement à l'enfant de faire la part des choses. Je suis une ancienne prof, j'ai beaucoup travaillé sur ces choses-là et aujourd'hui d'ailleurs, j'accompagne des familles où on se rend bien compte que l'émotionnel est le gros sujet dans les conflits familiaux parce que
Parce qu'en fait, comme ça a été justement dit, on ne nous apprend pas. On ne nous apprend pas à vivre nos émotions, on ne nous apprend pas que c'est un message chimique, que c'est une réaction par rapport à notre environnement, que les neurones qui envoient le message chimique, c'est les neurones qui sont dans notre bite, donc forcément, ça nous prend aux tripes. Et la compréhension même de tout ce système et la visée de l'homéostasie dans le corps, donc l'équilibre par rapport à tout ceci, on ne nous l'explique pas. Les enfants sont capables de le comprendre de façon très simple. Rien que les classes dans lesquelles on pratique la météo, vous savez, tous les jours, dire t'es de quelle humeur, comment ça va, permettre aux enfants de verbaliser leurs émotions, ça change énormément de choses. On se rend compte que ça fait baisser la violence, ça fait baisser, ça augmente la confiance en soi et ça libère la parole. Donc, on a beaucoup de choses à faire là-dessus. Le cerveau de l'enfant est exceptionnel. Et il y a une info très importante aussi, c'est que autant les émotions sont des moteurs, des boosters pour l'apprentissage. On apprend dans la joie, on apprend dans le plaisir. Autant la peur, la colère vont bloquer aussi le développement du cerveau de l'enfant. Il faut savoir qu'un enfant sur qui on crie, c'est plusieurs heures d'arrêt de fonctionnement du cerveau. Un enfant qui va se prendre une claque, son cerveau peut se figer pendant 1 à 2 jours. Et si on intègre vraiment cette prise de conscience de l'émotion dans l'éducation de l'enfant, ça change tout. Mais comme je vous le disais, pour ça, on a vraiment besoin d'un partenariat adulte-enfant. C'est facile d'expliquer des choses à un enfant si l'adulte n'est pas en train de l'incarner, ça ne marche pas.